Je pense que c'est une belle leçon et que c'est ce qu'on a fait au fil des ans et ce qu'on va, j'espère, toujours continuer à faire. En 1993, les membres découvrent les effets de plusieurs lois touchant la négociation. La loi 102, adoptée en septembre 1993, amène de nouveau un recul des conditions de travail dans la santé, notamment par le gel des salaires et la récupération de 1% de la masse salariale. Au local, une nouvelle lutte contre la privatisation s'amorce avec l'avenue du projet Value Link. Le concept prévoit la disparition du magasin au profit de chariots sur les étages. Le 17 février 1994, les délégués de la FAS, dont plusieurs de nos membres, participent à une manifestation devant un autre centre, aux prises avec le projet Value Link. La mobilisation locale bat son plein en avril et mai 1994, avec, notamment, l'occupation du bureau du directeur général. Finalement, Value Link sera remercié pour ses services et le magasin maintiendra ses activités. La présence du privé sera dénoncée à maintes reprises dans les années à venir. C'est une période de restrictions budgétaires. Plusieurs coupures de postes provoquent des chaînes de supplantation. Les secrétaires médicales, toujours présentes au 4e et 8e étage, voient leur poste être aboli. Les effets de ces coupures se feront ressentir pendant longtemps. La lutte pour les respects des titres d'emploi débute avec les commis sur les unités de soins qui doivent absorber les tâches faites par les secrétaires. Toujours en 1994, un peu avant les vacances d'été, une nouvelle confrontation débute lorsque l'employeur annonce la coupure des postes en salubrité et le transfert des tâches aux préposés de la salle d'opération. Notre syndicat appuie les travailleuses et travailleurs du secteur et organise la lutte pour le maintien des emplois et le respect des titres d'emploi. Parallèlement, des discussions se déroulent afin de récupérer les actes délégués pour les infirmières auxiliaires. Avec les années, elles sont confinées à des soins de longue durée. Au début de l'année 1995, l'Assemblée générale rejette une invitation des ressources humaines sur un projet de comité santé-sécurité. Les bases de l'entente ne sont pas acceptables dans le format actuel. Un peu plus tard, une entente permettra la création d'un comité paritaire avec l'employeur. Ce n'est pas nouveau que le syndicat s'implique en santé et sécurité du travail, soit à la suite d'un accident d'un employé, mais également en matière de prévention. À bien des égards, nous pouvons affirmer avoir démontré beaucoup de leadership dans ce domaine. L'année 97 demeure l'année de la restructuration des services hospitaliers en programme clientèle. Ce changement menace de chambarder une fois de plus nos conditions de travail. Une grande période d'incertitude débute quant à l'avenir de plusieurs titres d'emploi, notamment dans le secteur bureau, où les travailleuses et travailleurs se retrouvent avec les tâches préalablement faites par des cadres. Cependant, la rémunération équivalente ne suivra pas. En juin 1997, le 37e congrès de la Fédération des affaires sociales change d'appellation pour la Fédération de la santé et des services sociaux, la F3S. Pendant les années 1998-99, le syndicat met en place un comité intersyndical à la direction de la santé publique. Ce secteur comporte les employés de plusieurs établissements de santé, donc de plusieurs accréditations syndicales. Le travail en intersyndical est solide et une grande solidarité s'en dégage. L'un des syndicats, le SCFP, affilié à la FTQ, qui nous avait maraudé auparavant, décide de joindre nos rangs en s'abordant leur organisation syndicale affiliée à la FTQ. Une fois de plus, la culture syndicale locale se propage et la force du nombre augmente. L'année 2000 débute avec l'adoption d'une nouvelle convention prévoyant des augmentations de 9% sur 4 ans. C'est également la période où les activités débutent en vue de la Marche mondiale des femmes. Notre syndicat participe à des projets d'organisation du travail, notamment à la pharmacie. Une nouvelle étape s'amorce en matière de prévention des accidents du travail. Après de multiples refus de l'employeur d'investir en prévention, l'Assemblée générale décide de mettre en place un poste de représentant à la prévention à temps plein, à même notre budget de fonctionnement local. Par ce geste, le syndicat démontre sa réelle volonté d'être un acteur important en prévention, en milieu de travail.
En 1994, l'exécutif t'a donné un mandat au niveau de la santé et sécurité. Il y avait à ce moment-là beaucoup de contestations au niveau de l'employeur, puis les gens étaient refusés comme accidentés du travail, et ça avait comme conséquence que les gens se retrouvaient sur le bien-être social s'il y avait des limitations fonctionnelles permanentes. Donc c'était assez important comme conséquence. Et là, le syndicat a décidé de prendre en charge et de soutenir ses membres. Donc on a eu à ce moment-là 5 journées de libération par semaine pour pouvoir développer l'axe de la réparation. Alain Pratt nous a aidé à se créer un programme informatique pour faire la gestion. On était capable de faire un suivi plus serré. Et de deux, que les gens, quand ils rentraient des données là-dedans, donc ils devaient regarder les rapports médicaux, les expertises médicales, les décisions. Donc ils apprenaient, puis ils apprenaient la loi et tout ça. Et ça avait comme conséquence que lorsqu'il y avait des réclamations et qu'on les soutenait, bien, les gens étaient bien dirigés là, en soi. Et 2-3 ans plus tard, c'est drôle, les accidents de travail, ils étaient reconnus à CSST. Donc, par la suite, on est passé à la prévention dans les années 97 environ. Environ 97-98. Et là, on a eu encore un autre 5 jours de libération payés par le syndicat. Donc, on était rendu là qu'on avait 10 jours de libération par semaine pour s'occuper du dossier de santé et sécurité. C'est quand même majeur là, comme investissement du syndicat. Et tu as été le premier représentant en prévention. Et on regarde les dossiers, les réussites qu'on a atteints dans le cadre des travaux qui ont été faits par ton équipe de l'époque. On parle des civières Teclam. Les civières, là, c'est des civières, toutes les civières ont été changées à la Maison Neuve-Rosemont dans les années 99-2000 environ. Et je vous dirais que ces vieilles civières-là, dans le cadre de mon travail, j'en vois encore dans d'autres hôpitaux. Nous, ça fait déjà 10 ans qu'on les a plus. Le dossier de l'amiante, le dossier de l'entrée principale à Rosemont. Puis en 2003, tu nous as quittés. Oui. Tu as laissé un héritage, tu as transféré ton flambeau à Jean-François Lapointe. Oui. Puis de là, ensuite, moi, j'ai pris le flambeau de François. Puis on a une équipe actuellement. Il y a Laure Savoie qui est là, il y a Sylvie Sarrazin qui est là depuis plusieurs années. Il y a Yves Lambert, puis il y a Annie Pinet qui est une nouvelle aussi depuis peu de temps. Donc, on continue le travail, puis l'important pour nous, c'est de défendre les membres, puis de respecter tout ce qui a déjà été établi, puis on veut le maintenir. Bien, je suis content que ça continue, puis ça se poursuive, puis lâche pas. OK. Salut. Merci. Ciao. L'automne 2000 représente la période culminante des préparatifs pour la Marche mondiale des femmes. Un casino bénéfice est organisé en septembre. Une première marche se déroule dans les rues de Montréal le 14 octobre. Le 17 octobre, des représentantes de notre syndicat participent à la Grande Marche dans les rues de New York, accompagnées d'autres marcheuses provenant de différents pays à travers le monde. Les membres du comité de conditions féminines participent à l'événement et contribuent au succès de la Marche mondiale des femmes. À la suite du mouvement de revendication des femmes, des militantes du syndicat collaborent à l'enquête sur les travaux d'équité salariale. Dans un autre dossier, une nouvelle organisation mondiale se met en place contre les effets nocifs du libre-échange. En avril 2001, une grande manifestation pacifique s'organise dans les rues de la ville de Québec. Près de 50 000 marcheurs disent non à une ZLEA, une zone de libre-échange des Amériques. Une ZLEA, donc, sauvage et capitaliste. Au local, une lutte contre la privatisation est perdue avec la rénovation du casse-croûte. En contrepartie, un premier gain est fait sur les contrats à forfait. Des postes d'ébénistes sont maintenus après la démonstration qu'il était plus économique de réaliser les travaux à l'interne. L'équipe syndicale participe au comité paritaire sur le développement des ressources humaines. Une nouvelle collecte de besoins en formation est organisée au niveau syndical également. Au moment où Rachel effectue ses enquêtes sur l'équité salariale, des gains sont effectués à la suite du processus de conversion des heures. En mars 2002, une entente survient et prévoit la création de 43 nouveaux postes, dont plus de la moitié à temps complet. Pendant ce temps, une nouvelle attaque de privatisation voit le jour à la suite des travaux au 5e étage du pavillon Maisonneuve. Une compagnie privée a été mandatée pour faire l'entretien ménager des locaux à la suite des rénovations. Un groupe de travailleuses et de travailleurs en visite au directeur des Finances pour faire cesser ces pratiques. La mobilisation des membres de la salubrité lance un message clair à la direction
contre toute tentative de privatisation des services d'entretien. Un peu plus tard, la même année, l'employeur annonce son intention de décaler le paiement de la paye d'ici la fin de l'année. Le projet est lancé sans consultation des personnes salariées. Les employés et groupes syndicaux unissent leurs forces contre l'attitude de l'employeur. En novembre 2002, une entente est finalement adoptée, prévoyant des mécanismes d'avance remboursables pour atténuer l'effet du décalage. Le mandat d'origine était clair, il n'y a pas de décalage de paye s'il n'y a pas d'entente avec les syndicats. L'année 2003 représente bien des luttes locales. La mobilisation a toujours été le moteur pour faire avancer les dossiers. Pendant plusieurs mois, les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires ont exercé des moyens de pression tels le port du jeans, occupation, etc., pour dénoncer les conditions de travail sous le thème « Notre travail, ça compte ». Le 18 février, près de 150 militantes et militants occupent pendant 2 heures des locaux, le tout suivi d'une conférence de presse. Une entente composée de 11 gains appréciables sera adoptée par les membres les 2 et 3 avril 2003. La participation des membres a été exceptionnelle et remporte une première place à l'Académie de la Solidarité. Quelques jours plus tard, plus de 450 membres répondaient à l'invitation d'une pause équité dans le dossier de l'équité salariale. Pour moi, un des événements marquants de la vie du STT-HMR, c'est la lutte sur le terrain politique qui a été menée à l'automne puis au printemps 2003-2004. Donc, on a réagi aux lois antisyndicales du gouvernement Charest à l'époque, lois antisyndicales qui attaquaient nos accréditations syndicales, justement. On fête nos 25e, c'était important. Donc, ils ont attaqué, ils ont défait notre syndicat, qui s'est attaqué aussi à l'ensemble du réseau de la santé et des services publics en fusionnant les établissements, en défaisant ce qui était fait comme notion de service présentement au Québec. Et tôt dans cette mobilisation-là, l'exécutif du STT-HMR a mis en place, a pris des positions pour que justement l'ensemble des militants soient sur le terrain à faire des assemblées de cuisine, à rencontrer les gens, à les convaincre que c'était important de bouger, et on a réussi. Et l'ensemble des militants a très bien travaillé. On a été présents sur le terrain partout où les ministres libéraux se présentaient. Il y avait le STT-HMR qui y était. Au niveau local, on a fait la même chose. On est intervenu et ça l'a culminé, je dirais, en décembre, après l'adoption de ces lois-là, avec une loi Baillon, donc sans discussion. On a culminé avec un débrayage illégal, une pause de 20 minutes où l'ensemble des travailleurs du STT étaient au rez-de-chaussée. Donc, je dirais entre 500 et 600 personnes se promenant 5 par 5 du boulevard de l'Assomption jusqu'à la cafétéria. Ici, on faisait le tour des ascenseurs. Donc, c'était vraiment stimulant. On ne s'entendait pas. C'était super beau, cette mobilisation-là. Donc, et c'était le geste qu'on posait par rapport à l'écart du gouvernement Charest et à l'adoption de ces lois-là. Après ça, nous avons continué justement en voulant amener le débat plus loin sur le terrain politique. Donc, en janvier, le 6 janvier exactement, on a amené en Assemblée générale une demande de mandat de grève sociale. Donc, une grève sociale qui a été adoptée par 80% des 627 personnes qui étaient à cette assemblée-là. Donc, 627 personnes, c'était déjà un record pour notre syndicat. Jamais on avait atteint une participation aussi grande pour une assemblée en dehors du temps de travail. Ça a quand même débouché sur un décret. Donc, parce que l'ensemble du réseau était peut-être pas prêt ou il était peut-être pas au même niveau, au même moment que nous, au STT-HMR. Donc, en conclusion, je pourrais dire que cette grande mobilisation-là a été très payante au niveau local. Parce qu'encore une fois, on a fait de la démonstration localement à nos boss, c'est-à-dire à la direction des ressources humaines ici, qu'on était capable de mobiliser les gens puis d'amener les gens à revendiquer des choses. Donc, pour ça, je souhaite à mon syndicat une très longue vie et en continuant le combat, puis en continuant les luttes sociales autant que les luttes pour notre comme on fait présentement en négociation. Une autre lutte touche la syndicalisation des programmeurs en informatique de la Direction de la santé publique. Des auditions devant la Commission des relations de travail en 2003 donnent raison aux syndicats, puisqu'aucun motif ne justifiait de maintenir ces travailleurs hors de l'unité d'accréditation. Le combat qu'est la désyndicalisation et la non-syndicalisation des postes par l'employeur n'est pas nouveau.
et nous devons être vigilants pour la conservation des postes conventionnés. Un autre grand sujet de l'année 2003 concerne les négociations pour le libre-échange en Amérique du Nord. La consulta se déroule le 29 mai. Une réponse citoyenne contre la marchandisation des biens et services. Et pour cette fin d'année 2003, les 275 membres présents à l'Assemblée générale adoptent le projet national de négociation qui, finalement, n'aura jamais lieu. La directrice générale sera en faveur des projets de loi 25 et 30 touchant l'organisation du travail dans les établissements de santé. À la fin de l'année 2003, dans le cadre de l'adoption par le gouvernement Charest des lois antisyndicales, l'Assemblée générale est nombreuse puisque 275 membres seront présents. Un plan d'action prévoyant la fermeture du bureau syndical est adopté afin de préparer la mobilisation contre ces lois. Les membres participent à la grande manifestation des centrales syndicales à Québec. Au total, 400 autobus proviennent de la province, dont 200 de nos membres, le 29 novembre. De plus, une pause syndicale de 20 minutes est organisée en décembre dans le cadre de la Journée nationale de protestation. Lors d'une autre action, plus de 300 personnes déambulent au rez-de-chaussée du pavillon Maisonneuve, signifiant leur mécontentement face aux lois adoptées. Puisque c'est également le jour de la guignolée, 35 boîtes de nourriture sont ramassées pendant la journée. Alors, la loi 30, on se rappellera à l'époque que le gouvernement avait décidé de réduire le nombre de conventions collectives dans le milieu de la santé. Il considérait qu'il y en avait des centaines, donc il y en avait beaucoup trop. Alors, il a décidé de nous diviser en 4 catégories. À ce moment-là, on a dû revoir les statuts et règlements. Nous, on avait décidé en tant qu'exécutif de maintenir un syndicat de type industriel, donc un seul syndicat qui représentait tous les membres, toutes catégories confondues. Donc, revoir les statuts et règlements, ça signifiait aussi de revoir la place de chacune des catégories à l'exécutif au local. Ensuite, il y a eu le vote et malheureusement, on a perdu les gens de la catégorie 1, soit les infirmières auxiliaires qui faisaient partie de notre syndicat à l'époque. Ça a été un moment très difficile puisque Mme Mallet, qui était notre vice-présidente, était une infirmière auxiliaire. Donc, elle se retrouvait avec le syndicat de la catégorie 1 qui représentait les infirmières et infirmières auxiliaires. Par la suite, il y a eu la négo locale et on s'est occupé à négocier les 2 conventions collectives de la catégorie 2 et de la 3. Maintenant, on peut être fier quand même d'avoir réussi à maintenir un syndicat uni localement, un syndicat de type industriel qui représente les gens des 2 catégories et qui laisse aux gens de la liste de rappel la possibilité d'être disponibles dans les 2 catégories, malgré le fait que le gouvernement s'était occupé à vouloir nous désunir afin qu'on soit moins forts. L'année 2004 demeure une autre grande année de solidarité. Lors d'une assemblée motivante et stimulante le 6 janvier, un mandat fort à plus de 80% est voté par les 627 membres pour une grève sociale. Un peu plus tard, nous participons à plusieurs actions, dont l'occupation de la salle du Conseil, le 1er avril, par une centaine de personnes. Le 14 avril de la même année, nous soulignons le triste anniversaire d'une première année, avec un gouvernement libéral anti-syndical. À la fin du mois de janvier 2004, 31 syndiqués, dont près d'une dizaine de nos membres, occupent le bureau de la ministre Monique Jérôme-Forget. Cette action se veut un message contre la loi 31. En avril, nous soulignons le triste anniversaire de l'élection d'un gouvernement antisyndical avec l'occupation de la salle du Conseil par une centaine de syndiqués. Le 1er mai 2004, Fête internationale des travailleurs, c'est plus de 200 membres qui participent à la marche du 1er mai. La marche se déroule dans une atmosphère de décrets et lois spéciales mises de l'avant par le gouvernement libéral de Jean Charest. Le gouvernement n'ayant pas reculé, nous perdons, avec l'entrée en vigueur de la loi 25, le centre d'accueil Judith Jasmin. Les employés sont transférés vers un nouveau C3S au mois d'octobre 2004. Le centre hospitalier conserve un statut particulier d'affilié et demeure un hôpital autonome. Un premier cas de C difficile est déclaré.
les multiples coupures dans le personnel d'entretien ménager ont des effets et le problème des superbactéries risque d'être présent pendant plusieurs années. La loi 30 provoque également des changements importants dans la structure syndicale locale. Le regroupement des employés est redéfini par la loi et nos membres se retrouvent à l'intérieur de 3 catégories différentes. La vie syndicale ne sera plus identique puisque le groupe des infirmières auxiliaires nous quitte vers un autre syndicat. Elles avaient été présentes dans la vie syndicale locale depuis toujours. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 30, le Front commun CSN-FTQ organise un mouvement de grève rotative et tournante pour le mois de novembre 2005. Bonjour, moi je vais vous parler de la vie syndicale après le décret. Donc, on a vécu une grande démobilisation suite au décret. Les travailleurs, souvent dans les corridors, nous accostaient et nous disaient « Bon, le syndicat, ça ne donne plus rien. De toute façon, le gouvernement nous a imposé notre contrat de travail, donc ça ne donne rien. » Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder nos gens mobilisés le plus possible en centralisant des membres vers des services qu'on pouvait offrir au niveau local. Donc, on pense au comité grief et entente, au comité santé sécurité au travail, l'assurance salaire et tout récemment, le réseau d'entraide. Cela, ça nous a permis de maintenir quand même une certaine homogénéité autour des troupes et de garder nos membres actifs au niveau local. Je vais laisser Marc vous parler justement de la négo qu'on a présentement ainsi que des défis à relever pour l'avenir. Le nouveau défi qui nous attend, c'est conserver les acquis et combattre l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, les agences et les exigences sur les postes qui sont de plus en plus nombreuses. Le gouvernement il nous attaque vraiment de tous les côtés. Côté assurance salaire, il fait